Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. Le président comorien Azali Assoumani aurait échappé à un attentat au mois d'avril. Le 22 mai, Mohamed Abdou, procureur auprès de la Cour de sûreté de l'État, a annoncé que 19 personnes liées à cette tentative d'attentat ont été arrêtées et placées en détention provisoire. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso unis pour faire face à la menace terroriste. Le 13 mai, les deux pays ont lancé l'opération anti-djihadiste dénommée Comoé. Pour le moment, le bilan de l'opération n'a pas été précisé. Et puis, la Banque mondiale apporte son soutien aux pays affectés par l'invasion acridienne. L'institution financière va débloquer une enveloppe de 500 millions de dollars en faveur de la lutte contre les criquets pèlerins et d'autres activités de réponse aux conséquences de l'invasion en Afrique et au Moyen-Orient. Aux Comores, 19 personnes ont été arrêtées pour leur participation présumée dans une tentative d'attentat à la bombe. Une attaque qui visait l'avion du président Azali Assoumani sur l'île d'Anjouan au mois d'avril dernier. Plusieurs autres suspects sont activement recherchés à l'intérieur du pays comme à l'étranger. Les précisions avec Kamesh Katapolé et Victoria Sedji. Aux Comores, la justice continue sa traque antiterroriste. Ce vendredi 22 mai, le procureur auprès de la Cour de sûreté de l'État, Mohamed Abdou, a annoncé l'arrestation d'une vingtaine de personnes soupçonnées d'être impliquées dans une tentative d'attentat à la bombe. Une tentative qui visait le président Azali Assoumani au mois d'avril dernier. Des terroristes ont tenté d'introduire une bombe artisanale que l'on pouvait actionner à distance dans l'avion qui devait conduire le président de l'île d'Anjouan à l'île de Mouéli. Par chance, les forces de sécurité, qui ignoraient tout du complot, avaient refusé l'embarquement du colis. Pour l'heure, 22 personnes ont été inculpées, dont 19 placées en détention préventive pour leur implication présumée dans cette tentative d'attentat. Parmi ces personnes figurent notamment 2 militaires, dont le numéro 2 de la gendarmerie à Anjouan. Malgré ces nouveaux éléments, l'enquête ne s'arrête pas là. Le procureur Mohamed Abdou a également indiqué que d'autres personnes sont activement recherchées à l'intérieur comme à l'étranger. Il faut dire quand même que le président Azali Assoumani est en train de gérer la crise post-électorale par rapport à l'élection du 24 mars 2019. Cette élection n'a pas été digérée par une partie de la population, notamment les militants de son challenger, le général Swahili, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans un pays qui est quasiment divisé. Les Anjouanais sont souvent très contestataires et cette crise post-électorale étant mal gérée, on arrive aujourd'hui à des situations politiques qui sont assez tendues. Pour rappel, le chef de l'État comorien Azali Assoumani avait déjà échappé à une tentative d'assassinat sur l'île d'Anjouan en 2019, alors qu'il était en pleine campagne pour l'élection présidentielle. Comoé, c'est le nom de l'opération menée conjointement par la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso depuis le 13 mai 2020. Une opération militaire destinée à débusquer des djihadistes sur le territoire ivoirien le long de la frontière commune entre les deux pays. Pour l'instant, pas de bilan précis, mais une base terroriste aurait été démantelée. Kamesh Katapoulé et Ameneji. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso unissent leurs forces militaires contre le terrorisme. Depuis le 13 mai dernier, les deux alliés mènent une opération conjointe dans le nord de la Côte d'Ivoire. Baptisée Comoé, du nom du fleuve qui traverse les deux pays, l'opération vise à déloger les djihadistes qui se trouvent à proximité du village de Sango-Paris, situé au nord-est de la ville de Ferkessédougou. Les deux armées se sont rassemblées. Il n'y a plus de possibilité de s'échapper. C'est cela qui nous a permis d'avoir des résultats tangibles. Nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. C'est une première, mais je peux vous assurer que ce ne sera pas la dernière. Selon l'agence d'information du Burkina, l'opération a permis de démanteler une base de terroristes et de saisir des matériels, notamment des armes et des téléphones portables. Malgré ces quelques avancées, l'opération n'est pas que réussite. Et pour cause, la stratégie militaire aurait fuité du côté ivoirien. Un chef d'escadron de la gendarmerie de Kong aurait en effet divulgué l'opération à un civil, ce qui aurait pu ainsi provoquer la fuite de certains djihadistes. Il y avait bien une raison que ces deux pays s'unissent. Premièrement, parce qu'ils partagent des frontières
frontières. Deuxièmement, c'est parce que les terroristes ont quand même cette capacité de mobilité extrêmement importante du fait de la porosité de nos frontières. Tous les pays africains aujourd'hui doivent pouvoir aller dans ce sens. Ça reste quelque chose à saluer qu'ils aient pensé à formaliser une union sacrée qui a déjà abouti à la mise en place d'une opération conjointe, quoiqu'elle n'ait pas permis véritablement de débouter les terroristes. C'est quand même important. Il faut aujourd'hui que les États africains comprennent qu'il faut se mettre dans une espèce de prospection, de proactivité qui permettent de mettre en place des unités spéciales, bien sûr, mais à l'échelle africaine. Ce qui est en jeu, c'est véritablement l'instabilité de nos pays. Avec cette initiative conjointe, la Côte d'Ivoire espère lutter contre l'insécurité. Une insécurité persistante depuis l'attentat de Grand Bassam le 13 mars 2016 qui a causé la mort de 19 personnes et profondément marqué les esprits. Isabel Dos Santos poursuit son bras de fer avec la justice angolaise. La fille de l'ancien président angolais José Eduardo Dos Santos envisage désormais de saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour contester la saisie de ses avoirs décidée par la justice portugaise dans le cadre de l'affaire dite des Luanda Leaks. L'enjeu du recours à la Cour européenne des droits de l'homme consiste à obtenir la levée de la mesure portant gel des avoirs d'Isabel Dos Santos et de son époux Syndicat Dokolo, une décision qui a été prise par le Portugal en vertu d'une demande de coopération judiciaire internationale des autorités angolaises en février 2020. Pour rappel, en Angola, Isabel Dos Santos est poursuivie pour malversation financière et détournement de fonds évalués à 1,1 milliard de dollars. La femme la plus riche d'Afrique continue de clamer que la justice angolaise s'est basée sur des faux documents pour geler ses avoirs en Angola et au Portugal. En Algérie, les opposants au régime sont la cible d'une vague de répression sans précédent. Faute de pouvoir manifester physiquement, ces derniers expriment leur colère sur les réseaux sociaux où ils se disent traqués. 15 d'entre eux ont ainsi été condamnés à des peines de prison pour leur publication. Ashley Duprat et Ameneji. Un vent de répression souffle parmi les opposants au régime en Algérie. Depuis le mardi 19 mai, pas moins de 15 opposants, dont plusieurs activistes, ont été condamnés par la justice. Des peines allant jusqu'à 18 mois de prison ferme pour des publications sur les réseaux sociaux pouvant porter atteinte à l'intérêt national ou pour outrage au président de la République. L'activiste Soueb Debagui est condamné à 1 an de prison ferme pour incitation à attroupement, outrage à corps constitué et publication Facebook pouvant porter atteinte à l'intérêt national. Un revers pour l'Irak, dont 2 de ses activistes ont été libérés la veille. L'Irak qui depuis le 22 février 2019 mène un combat de tout instant contre le régime, et ce malgré le départ de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Mais en raison de la pandémie de Covid-19 et surtout les restrictions qui y sont liées, la traditionnelle manifestation du vendredi ne peut être effectuée. C'est donc par le biais des réseaux sociaux que les opposants au régime font entendre leur voix. La traque engagée par le gouvernement sur les réseaux sociaux a de multiples reprises été dénoncée par des ONG, à l'image d'Amnesty International. Plus on enfermera les gens simplement parce qu'ils expriment une opinion, simplement parce qu'ils défendent un chemin et un avenir, un rêve, je crois qu'on renforce, bien au contraire, les hiératistes lorsqu'on enferme certains des leurs parce qu'ils expriment une opinion. C'est une opinion qui est partagée par un très grand nombre d'Algériens, qui est partagée par l'écrasante majorité de la jeunesse algérienne. Les militants du Irak sont pour rappel régulièrement la cible d'actes de répression. Selon un décompte du CNLD, il serait une 60aine actuellement détenus en prison. Les médias indépendants semblent aussi être dans le viseur du gouvernement. Gouvernement qui a récemment exhumé une loi interdisant l'injection de fonds dans les capitaux des médias algériens. Dans l'actualité également, en Afrique du Sud, les opérations de la mine d'or de Mponeng, la mine d'or la plus profonde du monde, ont été interrompues après que 164 cas de coronavirus y ont été détectés. La mine de Mponeng, comme toutes les autres mines du pays, a repris ses activités au mois d'avril après avoir été fermée en mars dans le cadre d'un confinement national. Elle fonctionnait à 50% de sa capacité, mais certains travailleurs auraient fait part de leurs
inquiétudes quant à leur sécurité. La plupart de ceux qui ont été testés positifs ne présentaient aucun symptôme. Ils ont tous été mis en isolement selon les propriétaires de la mine AngloGold Ashanti. L'entreprise a déclaré que 650 travailleurs avaient été testés après qu'un premier cas ait été détecté il y a une semaine. Djibouti, l'Éthiopie, le Kenya et l'Ouganda bénéficieront bientôt d'un montant global de 160 millions de dollars du guichet de l'Association internationale de développement. Somme qui rentre dans un package de 500 millions de dollars débloqué par la Banque mondiale pour venir en aide aux États affectés par l'invasion de criquets pèlerins. Le point avec Nelly Bessa. Alors que les pays d'Afrique de l'Est cherchent des fonds pour atténuer les effets de la pandémie de coronavirus sur ces populations, les gouvernements font également face à d'autres menaces comme les maladies chroniques et les catastrophes naturelles. La région, en situation très délicate suite à l'invasion acridienne qui risque de faire tomber l'Afrique de l'Est dans une situation humanitaire catastrophique, a reçu une enveloppe de 500 millions de dollars pour lutter contre la menace des criquets pèlerins. Les essaim de criquets présentent une double crise pour les pays qui luttent également contre la pandémie de Covid-19. Cette urgence de l'approvisionnement alimentaire, combinée à la pandémie et à la fermeture économique des économies avancées, expose certaines des personnes les plus pauvres et les plus vulnérables du monde à un risque encore plus grand. Les 4 pays les plus durement touchés, notamment Djibouti, l'Éthiopie, le Kenya et l'Ouganda, recevront immédiatement 160 millions de dollars de cet appui via le guichet de l'Association internationale de développement IDA. Dans les détails, l'Éthiopie devrait recevoir 63 millions de dollars destinés à réaliser des achats de semences, d'engrais et de fourrage. Pour sa part, l'Ouganda profitera de 48 millions de dollars pour financer des activités de résilience comme la conservation des sols et de l'eau. De son côté, le Kenya recevra 43 millions de dollars pour aider les ménages pastoraux et les producteurs agricoles, tandis que Djibouti utilisera en partie ces 6 millions de dollars pour effectuer des transferts d'argent liquide aux ménages. Cette crise sanitaire mondiale où l'économie des États de la Corne de l'Afrique sont à genoux, la dotation de la Banque mondiale pourrait être une bouffée d'oxygène s'il est correctement utilisé par le gouvernement. Et cela pourrait être également important, surtout aux plus nécessités, mais aussi aux ménages à faible revenu qui sont les plus durement touchés par la crise. Soulignons que ce soutien de la Banque mondiale apparaît comme un véritable soulagement pour les pays de cette région, surtout au moment où la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, redoute une seconde vague d'essaims pour juin prochain. La privatisation du secteur électrique au Nigeria n'a pas été une réussite selon un constat fait par le Sénat nigérian. L'institution a déclaré que l'objectif visé, qui était de parvenir à une distribution de 10 000 mégawatts, n'a pas été atteint. Elle souhaite de ce fait que la privatisation soit revue et repensée. Les précisions d'Ange Ménion. Selon le Sénat, la privatisation du secteur électrique au Nigeria a échoué. La Chambre haute du Parlement nigérian estime que les réformes menées pour parvenir à une distribution de 10 000 MW d'électricité par jour n'ont pas abouti. Ce constat a été établi par le directeur général de l'institution, Ahmad Lawan, lors de la délibération d'une motion relative à un plan de relèvement du secteur. Le jeu n'est pas clair entre les producteurs et les distributeurs de l'énergie. Dans le circuit, vous avez beaucoup de déperditions. Les installations qui ont été fournies, il y a beaucoup de sabotage sur les installations qui ont été fournies. Pourquoi? À cause souvent de questions de corruption aussi. Le Nigeria, qui peut produire 7000 MW d'électricité, n'arrive à en distribuer que 5000. Avec l'alimentation des centrales en gaz, le pays fournit une électricité journalière qui varie entre 3500 et 4000 MW. Les groupes électrogènes fournissent en parallèle 43 000 MW d'électricité aux ménages et aux entreprises. Il y a
des problèmes de bonne gouvernance en fait du secteur de l'électricité. C'est ça le gros problème au Nigeria. Il y a aussi un dilemme parce que à l'intérieur, les gens se plaignent aussi du fait que le Nigeria qui exporte de l'énergie au Bénin ou dans les pays voisins n'est pas en mesure de répondre à la demande intérieure. Le président nigérian Muhammadu Buhari avait déclaré en 2017 qu'il ne pouvait pas inverser le processus de privatisation à cause des investissements colossaux qui ont été réalisés. Il affirme toutefois qu'une revue de la privatisation sera faite avec l'intégration de nouveaux investisseurs. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.